parce qu'on est en train un peu de discuter du plan d'action, comment on pourrait intervenir, de quelle façon, etc. Alors, ça sera le dernier point à l'heure du jour. Maintenant, je vais céder la parole à Richard, qui va faire la présentation sur le projet 106. Est-ce que tu veux dire? Donc, ça va aller pour moi. D'abord, après ces mauvaises nouvelles qu'on vient d'avoir, je vais vous en donner une bonne. Enfin! Ce matin, lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités, a été adoptée une résolution par 75 voix contre une cinquantaine qui dit ceci. Il est résolu que la municipalité, en l'occurrence c'était Lanoraie, demande à la Fédération québécoise des municipalités de se donner pour mission d'unifier l'ensemble du monde municipal en faisant une synthèse des principales revendications formulées jusqu'à maintenant par les 150 municipalités qui ont demandé le rejet du projet de loi. C'est de la démarche que nous avons menée. Et des résolutions de l'Union des municipalités du Québec ainsi que des recommandations faites par la Fédération dans son mémoire sur le projet de loi 106. Et par voie de conséquence, réclame du gouvernement qu'il incorpore dans une éventuelle nouvelle mouture de la loi sur les hydrocarbures les éléments suivants. Premièrement, un moratoire de 5 ans sur l'usage des techniques non conventionnelles d'extraction des hydrocarbures telles que la fracturation hydraulique et la stimulation à l'acide des puits. L'abrogation de l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui donne priorité aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas d'aménagement des MRC, de même que sur les règlements de zonage et de lotissement des municipalités. C'est le pouvoir pour les MRC de désigner des zones où la prospection et la production minière, gazière et pétrolière seraient interdites. D. Le pouvoir des municipalités de déroger aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices entre les installations des sociétés gazières et pétrolières et les sources d'eau potable et les habitations pour imposer des normes plus sévères lorsqu'elles le jugent nécessaire. Et 3. Et en conséquence, des torts causés à la municipalité de Restigouche, partie sud-est, par l'absence de réglementation provinciale adéquate pour protéger ses sources d'eau potable, et devant le dangereux précédent que constituerait pour l'ensemble du monde municipal un jugement favorable à la société Gastem, puisqu'il réduirait les compétences des municipalités de régir les développements réalisés sur leur territoire, de lancer auprès de tous ses membres et d'appuyer activement et concrètement une vaste campagne du 100 $ pour Solidarité Restigouche, afin d'aider cette municipalité à se défendre tout en montrant la désapprobation du monde municipal à l'égard des prétentions des corporations telles que Gastem. Alors, ça a été adopté ce matin par la Fédération. Maintenant, je vais retourner aux mauvaises nouvelles. Je vais vous présenter le projet de loi. On s'en va. Alors, le projet de loi, comme Marc l'a mentionné, c'est un projet de loi dans un projet de loi, puisque la loi sur les hydrocarbures est partie d'un projet de loi plus vaste qui, lui, vise la transition énergétique. Alors, certains ont parlé d'un mammouth de Troie, pas un cheval de Troie, mais un mammouth un peu comme M. Harper avait l'habitude de le faire. Alors, c'est un peu ça. Donc, c'est un texte complexe qui a 80 pages, il y a 24 articles, mais l'article 23 qui édicte la loi sur les hydrocarbures comprend 269 sous-articles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi-là sur les hydrocarbures? Je vais essayer de vous présenter la grande structure du projet de loi. D'abord, on énonce un certain nombre de principes généraux. Alors, le premier principe, c'est qu'on dit qu'on va régir le développement des hydrocarbures en fonction de nos cibles de réduction des gaz à effet de serre. Alors, comme Marc l'a bien montré, c'est totalement contradictoire parce que d'un côté, les objectifs sont de 37 % d'ici 2030 et de l'autre côté, la loi sur les hydrocarbures, avec le développement qu'elle permet, c'est de 10 à 20 % du bilan carbone qui est en cause. Donc, réduire de presque 40 % en augmentant de 20 %. Expliquez-moi comment on arrive à faire ça. Moi, je ne suis pas allé.
Deuxième principe, on nous dit les hydrocarbures font partie du domaine de l'État. Oui, c'est vrai, en 1982, on a nationalisé le sous-sol. Alors, quand on est propriétaire d'un immeuble, d'un terrain, on est propriétaire de la surface, mais absolument pas du sous-sol. On a à peu près 2 mètres de profondeur qui nous appartient, mais le sous-sol, ça appartient à l'État. Ça a été nationalisé en 82. Le problème, c'est que ça appartient à l'État, mais l'État l'a concédé, sinon bradé. Quand on parle de dissoudre le cadre, là, c'est vraiment... il y avait une vente de feu cette journée-là, j'ai l'impression. Et ce qu'il faut voir, c'est que à qui ça a été concédé? Bien, essentiellement à des cadres d'Hydro-Québec, Énergie et Hydrocarbures, à des anciens ministres, par exemple, M. Savoie, qui est le président de Gastem, c'est l'ancien ministre de l'Énergie et des Ressources sous un gouvernement antérieur. Donc, ces gens-là, après nous avoir dit « il n'y a rien là, on n'a pas d'argent à faire avec ça », ils s'en sont emparés de gré à gré, un champ c'est un champ, et en conséquence, ils ont maintenant mis la main sur l'ensemble de notre sous-sol. Donc, oui, ça appartient à l'État, mais dans le fond, ça n'a pas grand impact. Troisième grand principe, on nous dit, bien, l'exploitation des hydrocarbures, ça va se faire selon les meilleures méthodes qui existent dans l'industrie. Soyons sérieux, ce n'est pas la queue qui va branler le chien, c'est le chien qui va branler la queue. Et la réalité, c'est que les compagnies gazières ou pétrolières québécoises, c'est des juniors qui peuvent faire de la recherche, mais qui ne feront pas de production d'hydrocarbures. Ce sont les compagnies albertaines, les compagnies texanes ou de Pennsylvanie qui vont venir faire ça ici. Et on sait maintenant les conséquences de l'usage que ces techniques-là que ces compagnies-là ont utilisé. Dans le rapport que notre collectif scientifique on a publié en janvier dernier là, sur l'ensemble des conséquences de la fracturation hydraulique, on a relevé tous les cas de dénonciation, de cas de pollution des sources d'eau potable, et c'est innombrable. Même maintenant, il commence à y avoir des jugements des tribunaux qui ont indemnisé des personnes qui ont été empoisonnées littéralement parce qu'ils vivaient à proximité de ces puits-là. Alors donc, c'est essentiellement, ce principe-là, c'est l'autorégulation, c'est de remettre à l'industrie les leviers de commande pour savoir comment elle va faire ça. Bon, après ces grands principes généraux, on passe aux définitions. Et on va retrouver dans le projet de loi un certain nombre de définitions qui sont, disons-le, un peu ésotériques pour la majorité de la population. On va nous parler de sondage stratigraphique, on va nous parler de complétion, qui est la stimulation physique, chimique ou autre d'un forage. On va nous parler, ou on nous parlait de raccordement. Là, dans les amendements du ministre déposés jeudi, on ne parlera plus de raccordement. En fait, les raccordements, soyons sérieux, c'est des pipelines, c'est des oléoducs ou des gazoducs. Alors, la réalité, c'est qu'il y a des termes qui, dans la population, sont connotés très négativement. Les gens n'aiment pas tellement la fracturation hydraulique. Alors, on essaie d'utiliser d'autres termes. Mais si on veut en comprendre la portée, il faut référer à d'autres instruments réglementaires ou législatifs, dont le fameux règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, où là, on va donner une définition de la fracturation. Et vous remarquerez que dans cette définition-là, l'injection de 50 ml et moins de fluide, de produits chimiques, ce n'est pas considéré comme de la fracturation. Dans les faits, c'est de la complétion. Donc, on ne peut pas dire, et vous avez vu que les municipalités, elles, disent la fracturation et les autres procédés comme la stimulation, parce qu'effectivement, on ne peut pas limiter nos revendications à être simplement contre la fracturation, parce que par des procédés rhétoriques, finalement, on réussit à faire passer la soupe d'une autre manière. Alors donc, ça, c'est important de bien saisir ça. Donc, principe, définition. Après ça, premier chapitre de la loi, les découvertes. En gros, qu'est-ce que ça dit? Bien, si vous trouvez du gaz sur votre terrain, ou si vous trouvez une tête de puits, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, depuis le début du 20e siècle, on a creusé à peu près 1000 puits en territoire québécois. Le gouvernement sait approximativement où elles sont situées, mais souvent les données sont assez imprécises. Alors donc, si vous trouvez du gaz ou vous avez un puits, vous avez une obligation de déclaration.
Mais cette déclaration-là va être inscrite dans des registres publics, registres qui sont consultés par les notaires et en conséquence qui pourraient avoir un impact négatif sur la valeur de votre propriété ou de la propriété de votre voisin. Est-ce que vous achèteriez une propriété en sachant que sur votre voisin, il y a un puits de gaz de schiste qui fuit? Vous auriez probablement des réticences. Alors donc, à partir du moment où c'est clairement inscrit dans des registres consultés par les notaires, ça a un impact. Ensuite, après l'obligation de découverte, on passe à l'exploration, à la production et au stockage. Donc, on divise la recherche d'hydrocarbures en 3 phases distinctes et à chacune de ces phases-là va être associé des droits et des obligations. Alors, mais pour l'ensemble, pour l'ensemble des démarches, des 3 phases, qu'est-ce que le projet de loi nous dit? Ça prend une licence. Une licence qui va être cessible, donc qui va pouvoir être cédée. C'est ça que ça veut dire en droit la cession, et aux conditions là, qui vont être déterminées par règlement. Et ça va être évidemment s'appliquer cette licence-là à un territoire. Marc nous a montré ce que ça avait l'air concrètement. Et ils sont exclus de ces territoires-là les cours d'eau qui sont capables de produire au moins 225 kW d'énergie, ou même moins si le ministre le décidait, et les cimetières. Alors, je me suis permis un petit éditorial. Sauvons l'énergie et les morts, puis quant aux vivants, puis les petites rivières, on en reparlera plus tard. Le projet de loi, ce projet de loi-là n'est pas le seul sur la patinoire législative, si je peux me permettre cette comparaison-là. Il y a un autre projet de loi qui a été déposé précédemment, qui est le projet de loi 49. Qu'est-ce que c'est ce projet de loi-là? C'est qu'en fait, dans le golfe Saint-Laurent, c'est un territoire qui est sous juridiction fédérale. Mais le fédéral a concédé aux provinces le droit d'exploiter les hydrocarbures dans le golfe, à condition que les provinces se dotent d'une loi qu'on appelle loi miroir, c'est-à-dire une loi qui correspond dans ses principes à la même loi que le gouvernement fédéral a adoptée. Or, dans ce projet de loi-là, 49, on a dû définir ce qu'est le golfe. Évidemment, les géographes peuvent nous le dire, mais sur le plan juridique, il fallait le définir, et on l'a défini. Et ce qu'on constate, c'est que les baies, la baie de Gaspé, la baie des Chaleurs et d'autres baies, sont exclus du projet de loi 49, qui, lui, est beaucoup plus exigeant que le projet de loi dont je vous parle aujourd'hui. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est que les exploitants pourraient, à partir de la rive, faire un forage horizontal, s'étendre sous la baie des Chaleurs ou la baie de Gaspé, ou alors même à la limite faire de l'exploitation offshore, en mer. Et là, ils ne seraient pas régis par la loi fédérale qui est très exigeante, mais par la loi québécoise qui l'est beaucoup moins, avec éventuellement les conséquences qui pourraient en découler pour l'industrie de la pêche, pour l'industrie récréo-touristique, parce qu'effectivement, c'est des industries qui, comme on l'a vu dans le golfe du Mexique, c'est des industries, lorsqu'il se produit des incidents, qui sont susceptibles de compromettre de façon importante les autres activités économiques. Bon, alors, donc, ça prend une licence pour faire ça, mais cette licence-là est une licence bien particulière. Ça n'a rien à voir avec votre permis de conduire. Alors, ce que ça dit, c'est le gouvernement a transformé une simple licence en droit réel immobilier. Alors, je ne vous ferai pas ici un cours juridique sur les biens, mais pour que vous compreniez ce que ça veut dire que vous pouvez faire, l'exploitant peut faire avec son permis tout ce que vous pouvez faire avec votre maison. Vous pouvez la vendre, vous pouvez l'hypothéquer, vous pouvez la céder, vous pouvez la donner en héritage. Donc, on transforme un simple permis en droit réel, en bien réel immobilier. Alors, pourquoi? Parce que, éventuellement, c'est dans le but de favoriser le financement. Parce que si vous allez voir votre banquier, vous lui dites, moi j'ai un permis de conduire, passe-moi donc 10 millions, c'est pas évident qu'il va vous satisfaire. Mais si vous allez le voir, vous dites, j'ai un permis, et c'est un droit, c'est un bien réel immobilier, et je m'en vais faire de l'exploitation gazière et pétrolière, et on va être riches tous les deux, il y a des chances qu'on veuille vous financer. Alors donc, c'est ça qui est un des enjeux de cette transformation d'un simple permis en bien immobilier. Il y a une autre disposition qui est importante de voir, c'est qu'il n'y a aucune utilisation du sol par un tiers, antérieur ou postérieur à l'attribution d'un tel droit, ne peut conférer un droit à une indemnité à son titulaire. En fait, ce que ça veut dire, ça, c'est que le gouvernement
c'est déresponsabiliser. On ne peut pas poursuivre le gouvernement pour une contamination de notre sol, de notre territoire, de notre terrain. C'est un vieux brocard en droit, hein? The king can do no wrong, le roi ne peut mal faire. Alors, l'irresponsabilité de l'État a été consacrée ici. Moi, quand j'ai rencontré les autorités du ministère de l'Énergie et des Ressources, là, je les ai rencontrés à 2 reprises récemment, une première fois avec l'ensemble des organisations écologistes qui m'avaient demandé d'être là, advenant qu'il y ait des questions pointues sur le plan juridique. Et je suis allé aussi avec les municipalités pour la même raison. Alors, j'ai demandé aux autorités du ministère, mais si vous êtes si certains que la fracturation hydraulique et les autres procédés ne peuvent pas entraîner de conséquences négatives sur les propriétés, pourquoi est-ce que vous mettez dans la loi que vous êtes irresponsable, vous qui avez donné ces permis-là? Hein? Je n'ai pas eu de réponse, imaginez. C'était assez clair. Bon, alors, maintenant, on va examiner certains types de licences, les licences d'exploration ou de recherche d'hydrocarbures. C'est les articles 14 à 21 qui définissent les modalités d'octroi. En gros, ce que ça nous dit, c'est que dorénavant, on va procéder par adjudication, par vente aux enchères. Ça ne sera plus un champ, c'est un champ, on lui donne ça à 10 cents l'hectare, mais il va y avoir une enchère. Le problème, c'est que ça aura peu d'impact parce que, comme Marc l'a bien démontré, la plupart des terres ont déjà été concédées. Donc, c'est simplement pour les quelques petits coins où les permis ont été remis ou non renouvelés que là, il pourrait y avoir vente aux enchères. Mais comme Marc le signalait, on a bien l'impression qu'avant l'adoption du projet de loi, il y a bien des compagnies qui risquent de renouveler leur permis. Donc, oui, c'est un pas en avant, mais c'est un pas qui est sans signification concrète. Bon, alors, avec ces permis-là, ces licences-là, c'est valide pour une période de 5 ans, c'est renouvelable. Ça permet d'extraire des hydrocarbures pour une période d'essai qui va être définie par règlement. Bon, on a déjà une bonne idée de ce que ça veut dire parce que l'actuel règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains a été amendé récemment. Il y avait une période de 60 jours qui existait dans le règlement. Là, on a porté ça à 9 mois. Alors, pourquoi? C'est parce que dans cette période-là, on ne paye pas de redevance. Alors, à chaque semaine, quand Petrolia va chercher ses 2 camions de gaz de pétrole à Aldeman 4, puis qui envoie ça se faire raffiner à Montréal, on touche absolument aucune redevance là-dessus. Alors qu'une période d'essai dans l'industrie, c'est quelques mois, parce que quand on met la pompe sur le puits, si on n'a rien retiré après 2 mois, c'est probablement qu'on n'en tirera pas. Donc, les compagnies savent de façon générale en peu de temps, mais là, évidemment, c'est une complaisance que le gouvernement a fait, et c'est dans le but évident de favoriser l'exploitation des hydrocarbures. Un champ, c'est un champ. Alors, il faut mettre en place également, quand on rentre en recherche, un comité de suivi, et la loi nous dit que c'est pour favoriser l'implication de la communauté locale sur l'ensemble du projet d'exploration. Bon, le problème, c'est que les membres du comité sont choisis selon un processus qui est déterminé par l'exploitant sous réserve de 4 personnes, une personne qui représente les municipalités, le monde des affaires, les citoyens, je ne sais pas comment il va être choisi celui-là, et les communautés autochtones advenant qu'on soit en territoire autochtone. Alors pour le reste, c'est le titulaire qui les choisit. Alors écoutez, on a déjà une expérience de ce que ça veut dire. À Gaspé, à Aldeman 4, il y a un comité de suivi. Le Conseil régional en environnement de la Gaspésie-les-Îles, le représentant qui siégeait sur le comité, a démissionné avec fracas en considérant qu'il perdait son temps, qu'il n'y avait pas d'informations, genre la compagnie diffuse qu'elle veut, au compte-gouttes, au moment où elle le souhaite, et le comité d'ensemble pour l'avenir durable du Grand Gaspé, le comité de citoyen, quant à lui, a refusé d'y participer. Alors donc, il y a des comités de suivi, mais c'est plutôt des comités de suiveux que des comités de suivi. À ce permis-là, la loi consacre le droit d'entrer sur le terrain des individus. Alors, évidemment, il y a un bémol, vous avez le droit de négocier l'heure où ça va se passer. Si vous êtes un agriculteur, puis on abîme votre maïs, vous avez sans doute droit à une compensation, mais vous ne pourriez pas imposer des conditions qui seraient à toute fin pratique la négation du droit d'entrée. Parce que si vous imposiez de telles conditions, un juge pourrait intervenir et mettre une injonction
disant la loi cristallise, consacre le droit d'entrée et en conséquence, vous ne pouvez pas imposer des conditions qui deviendraient la négation de ce droit d'entrée-là. En quelque sorte, c'est la réponse du gouvernement aux à peu près 70 000 propriétaires de terre qui avaient signé « Vous n'entrerez pas chez nous ». Bien, la réponse du gouvernement, c'est « Oui, maintenant, on va rentrer chez nous ». Quand on est titulaire d'un permis, il faut faire un certain nombre de travaux annuels pour maintenir en état son permis, mais on voit que le projet de loi permet au ministre d'accorder toutes sortes de complaisances, par exemple de ne pas les faire cette année-là, ou de les reporter sur un autre puits, ou de les reporter sur une autre année. Alors donc, c'est encore une fois une manifestation de la volonté du gouvernement de développer cette filière-là. Ce sont encore une fois des éléments de complaisance. Bon, quand on a un permis comme ça, il faut évidemment faire un rapport